toute société a ses héros sociaux. Ça peut être le notaire, le curé, la religieuse, ça dépend. Nous avons vu quels étaient nos héros au début de la colonie. L'explorateur, le navigateur, le géographe, le missionnaire, le coureur de bois. Mais il y en a un que nous avons oublié. C'est celui qui avait décidé de vivre dans la colonie, de s'habituer à vivre ici, c'est-à-dire l'habitant. Craignant les Iroquois, qui ont épousé la cause des Anglais établis le long de la côte atlantique, même la femme de l'habitant doit apprendre à tirer du mousquet et accomplir les tâches habituellement réservées aux hommes, tout en surveillant les enfants. Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, le mot « habitant » est le seul employé pour désigner ceux qui avaient choisi de faire de la vallée du Saint-Laurent leur patrie. Le mot « habitant » servait à les distinguer des personnes de passage dans la colonie, les administrateurs, les militaires ou les marchands français. Un exemple, comme quoi ce mot-là était bien accepté et important, en 1645, il se forme une compagnie qui vient d'obtenir le monopole des fourrures, et elle s'appelle la Compagnie des habitants. L'usage du mot « habitant » se généralise. Ça désignait aussi les colons, même les seigneurs portaient le nom d'habitants. On voulait, en quelque sorte, faire une démarcation avec les paysans français qui, eux, étaient soumis à toutes sortes de contraintes et de corvées et de taxes imposées par les seigneurs et les nobles. Les paysans vivent en Canada plus commodément qu'une infinité de gentilshommes en France. Quand je dis paysans, je me trompe. Il faut dire habitants. Une fois sa terre défrichée, sa maison construite, la famille bien établie, la vie des habitants d'ici devient plus vivable que celle de bon nombre de paysans français menacés par la famine et la guerre. Les premières maisons des colons étaient de modestes constructions en bois à une seule pièce et une seule cheminée. Elles étaient faites de pièces de bois horizontales, le pièce sur pièce, ou verticales, le colombage, et couvertes de paille ou de planches pour les plus cossus. Seuls les riches peuvent se payer les vitres et l'ardoise pour le toit qu'on importe de France. La maison de l'habitant est une architecture de survivance modelée sur l'architecture rurale et bourgeoise des provinces du nord de la France. Si les dimanches et jours de fête, les habitants prenaient soin de porter de très beaux habits, durant la semaine, ils adoptaient un costume qui répondait beaucoup mieux aux besoins que le costume français. C'est pourquoi l'été, pendant les grandes chaleurs, certains portent une simple tunique un peu décolletée et portée à mi-cuisse. Le clergé ne tardera pas à dénoncer cette liberté vestimentaire. Et pour la saison hivernale, on va emprunter aux Amérindiens des vêtements qui répondent beaucoup mieux à la rigueur du climat. Les mocassins, les jambières et les habits de peau, genre pèlerine, qui facilitent la marche dans la neige. Une autre originalité, la tuque rouge, véritable symbole de l'habitant. Ces gens-là arrivent ici avec leurs habitudes de vie, leur façon de parler, leur façon de vivre. Ils ont, comme ils viennent de diverses provinces de France, ils ont des habitudes alimentaires très différentes les unes des autres. Parce qu'à ce moment-là, la cuisine française n'est pas uniformisée. Mais les mariages entre personnes venant de diverses provinces changent les habitudes et assez rapidement se développe ici une cuisine uniformisée originale, une certaine cuisine française. Une cuisine qui garde les caractéristiques de chaque région de France et qui s'enrichit d'emprunts culinaires aux Amérindiens. Le sang du Canada est fort beau. Les femmes y sont généralement belles, les brunes y sont rares, les sages y sont communes, les paresseuses y sont en assez grand nombre. Elles aiment le luxe et c'est à qui mieux prendra les maris au piège. On reproche aux femmes un certain nombre de défauts. Vous savez, les hommes n'échappent pas non plus au regard des visiteurs et des autorités. On reproche à plusieurs Canadiens de prendre un coup peut-être un peu trop fort. Certains même, le matin, à jeun, prenaient un petit coup d'alcool, comme ça se fait encore dans les Antilles. On buvait du rhum, on buvait de la bière,
On buvait du vin, on buvait du cidre et aussi ce qu'on appelait du bouillon. Le bouillon, on le fabriquait en prenant une boule de pâte, comme de la pâte à pain, que l'on mettait dans l'eau. Il se produisait alors une certaine fermentation qui donnait un liquide légèrement alcoolisé. Légèrement alcoolisé, oui peut-être, mais il arrive qu'on en boive beaucoup. L'habitant est un homme qui aime fêter. Récits et illustrations de voyageurs sont une bonne source de documents pour connaître la vie de l'habitant. Mais il faut se méfier. Les voyageurs qui arrivent considèrent la vie dans la colonie avec leurs préjugés, leur propre culture. La preuve, ils désignent parfois les habitants sous le nom de créoles du Canada. Une autre conséquence de l'influence du territoire et de la fréquentation des Amérindiens, ce sera l'esprit d'égalité qui va se développer ici. Un esprit qui va parfois choquer les administrateurs. Contrairement à la croyance des Européens, la terre ne nous appartenait pas, nous appartenions à la terre. L'Autochtone appartenait à la terre. La terre le faisait vivre, la terre le nourrissait, la terre lui donnait tout, donc elle était comme une mère nourricière. Et c'est une métaphore que la plupart des gens ne comprennent pas encore aujourd'hui. Les Indiens considèrent la terre comme leur mère. C'est pas une imbécilité, c'est une métaphore bien sûr, mais une métaphore véridique. La terre nourrit le cultivateur, encore d'autant plus celui qui vit comme cueilleur. Il y a eu des Blancs qui ont fréquenté des habitats amérindiens, des coureurs de bois par exemple. Les Amérindiens faisaient preuve, comme vous le savez peut-être, d'une très grande hospitalité et donnaient assez facilement l'accès de leurs femmes à ces visiteurs qui étaient les coureurs de bois et qui ne se gênaient pas pour en profiter. Donc il est certain que ces coureurs de bois ont laissé quelques gènes parmi les communautés amérindiennes. La propriété n'existant pas, c'était absolu sur toute la ligne. C'était sur les êtres comme sur les objets. Et comme tout était en partage, lorsque j'ai quelque chose à manger, je dois le partager avec tous ceux qui vivent avec moi, mais à condition qu'il y ait réciprocité. Si vous avez quelques objections à me donner de quoi manger, bien sûr que j'aurai objection à vous en donner aussi. Je m'y suis béni. Depuis l'aurore du jour je l'attends, celle que j'aime, que mon cœur aime. Depuis l'aurore du jour je l'attends, celle que mon cœur aime tant. Il y aura des procès entre parents et enfants, ceux-ci réclamant le droit de parler d'égal à égal. Cet esprit d'égalité colore aussi les relations entre le censitaire, l'habitant et son seigneur. Bon nombre de seigneurs aussi n'ont pas une vie très différente de celle de leurs censitaires, des personnes à qui ils ont concédé des terres. Ils habitent certainement, parfois, une maison qu'on appelle un manoir, mais au fond, ce sont des gens de même niveau, de même qualité. Le 1er mai de chaque année, les censitaires plantent devant la maison du Seigneur un grand sapin sans branches pour lui rendre honneur. C'est la coutume dite du mai, très vieille coutume universelle. Tous les habitants n'étaient pas censitaires, surtout ceux qui vivaient dans les villes comme Montréal, même si l'île de Montréal était une vaste seigneurie concédée aux Sulpiciens. Au début des années 1670, Montréal compte près de 700 habitants. Les premières rues ont été tracées. La rue Saint-Paul, en l'honneur de Paul de Chomédé, sieur de Maisonneuve. La rue Saint-Lambert. Une rue prendra plus tard le nom de Saint-Laurent, toujours selon un zonage à angle droit. En France, un noble n'a pas le droit de faire du commerce. Ici, le noble, grand ou petit, peut déroger, c'est-à-dire faire du commerce sans nécessairement perdre sa qualité de noble. Les habitants ne sont pas chauds à rendre les honneurs que les nobles ou les administrateurs croient qu'ils leur sont dus. Et c'est pour ça que certains de ces administrateurs-là vont dénoncer l'arrogance des Canadiens et leur manque de respect pour l'autorité. Les gens de ce pays sont fort doubles, tenant du sauvage. De grands causeurs qui, pour la plupart, ne savent ce qu'ils disent, la plupart se faisant gentilshommes. Comme ils ne sont nullement d'accord ensemble, il faut les entendre parler les uns des autres. Une autre manifestation de l'esprit d'égalité qui régnait dans la colonie, c'est la façon dont on traitait ici les esclaves. Les communautés religieuses ont possédé des esclaves. Ceux-ci étaient traités comme des domestiques sans salaire. Et il arrivait aussi
que l'on affranchisse les esclaves, qu'on leur redonne leur liberté. Et à ce moment-là, ils étaient considérés comme des citoyens ordinaires. Ils pouvaient se marier. Quelques esclaves de sexe féminin ont même épousé des Canadiens. Le duel a existé en Nouvelle-France et dans certains cas, il était punissable de mort.